L'argument cosmologique leibnizien est un des arguments pour l'existence de Dieu. Et c'est probablement mon préféré, car il touche au cœur de ce que soutiennent les théistes, l'existence d'un être nécessaire. Le voici. Prémisse 1. Tout ce qui existe a une explication de son existence, soit par une nécessité inhérente à sa nature, soit par une explication externe. Prémisse 2. L'univers a une explication pour son existence et cette explication réside en un être nécessaire. Prémisse 3. L'univers existe. Prémisse 4. Par conséquent, l'univers a une explication de son existence. Prémisse 5. Par conséquent, l'explication de l'univers réside en l'existence d'un être nécessaire. Conclusion. Dieu, un être nécessaire, existe. Nous devons défendre ces prémisses pour que l'argument fonctionne. La prémisse 1 repose sur le principe de raison suffisante de Leibniz ou une version restreinte. Si on nie que toute chose a une explication, on saperait la notion même de science. Les choses pourraient juste apparaître d'un coup, sans avoir besoin d'explication. On accepte aussi qu'il y ait des raisons suffisantes pour nos conclusions logiques. Ça semblerait irrationnel d'accepter le principe de raison suffisante pour attaquer le principe de raison suffisante. Les conclusions que l'on fait sont basées sur des raisons, comme le dit Alexander Pruss. Dès que l'on admet que certains états des choses contingents n'ont pas d'explication, un nouveau scénario sceptique devient possible. Il n'y a pas de démon qui vous trompe, mais vos états perceptifs arrivent sans aucune raison du tout. Donc on ne peut même pas dire que des violations du principe de raison suffisante sont improbables si le principe de raison suffisante est faux. Même si Hume était sceptique à l'égard de la causalité, il reconnaissait. Si je vous demande pourquoi vous croyez à une chose de fait particulière que vous rapportez, vous devez me donner une raison. Et cette raison sera quelque autre fait qui est en connexion avec le premier fait. Mais comme vous ne pouvez procéder de cette manière à l'infini, vous serez à la fin obligé de terminer par quelque fait qui sera présent à votre mémoire ou à vos sens, où vous devrez admettre que votre croyance n'a aucun fondement. La prémisse 1 n'a donc rien de controversé. La prémisse 2 est la cible de la plupart des objections. Pourquoi l'univers ne pourrait pas être nécessaire en lui-même, avoir sa propre explication? Beaucoup d'athées, comme Hume, disent que l'univers existe de façon nécessaire et est le fondement depuis lequel nous raisonnons tout. Toutefois, les faits scientifiques et la raison philosophique montrent que ce n'est certainement pas le cas. Pour que l'univers soit nécessaire, il doit être éternel, ne peut pas ne pas exister, et inchangeable, être tel quel dans tous les mondes possibles. Le temps et l'espace n'auraient pas pu être autrement, engendrant un déterminisme fort, mais nos intuitions directes ne vont pas dans ce sens. Rien ne semble illogique dans la possibilité que des parties de l'univers pourraient être différentes, mais au-delà des simples intuitions. En vertu du principe d'incertitude d'Heisenberg, nous pouvons voir que différentes mesures des particules auraient pu être faites par un observateur, générant des résultats différents. Cela a été récemment confirmé par une expérience d'Otto Zeilinger. En 2011, lui et son équipe ont démontré le théorème de Cauchy-Specker qui montre que le résultat obtenu dépend du contexte et ne peut être prédit à l'avance. Le résumé de l'étude dit « La physique quantique exige que, contrairement à la physique classique, toutes les propriétés ne peuvent pas être simultanément bien définies. Le principe d'incertitude d'Heisenberg est une manifestation de ce fait. Donc la charge repose en vérité sur ceux qui soutiennent le déterminisme fort. Ils doivent montrer que ces mesures spécifiques par des observateurs étaient prédéterminées car la mécanique quantique indique le contraire. Un autre problème à surmonter est la recherche scientifique qui a démontré que l'univers n'était pas éternel et n'avait pas du tout besoin d'exister. Friedman et Lemaître, ayant travaillé avec la théorie de la relativité d'Einstein, ont prédit que l'univers était en expansion, ce qui fut empiriquement confirmé par Hubble en 1929. Cela menait à la conclusion qu'un univers en expansion a dû commencer à exister dans le passé. Finalement, en 1965, deux astronomes découvrirent les preuves confirmant cet événement et montrant que l'univers a commencé à exister avec le Big Bang. Ils découvrirent les micro-ondes du fond diffus cosmologique que des physiciens déterminèrent comme étant des radiations thermales laissées par le Big Bang. Cette preuve confirma l'existence d'un univers fini. Malgré cela, plusieurs modèles d'univers éternels ont été fabriqués, mais ils ont tous échoué. En 2003, le théorème de Borde-Guth-Vilenkin fut présenté, démontrant qu'aucun univers en expansion ne peut être éternel. Comme Vilenkin le disait en 2006 dans une citation maintenant célèbre, on dit qu'un argument est ce qui convainc les hommes raisonnables, et une preuve est ce qu'il faut pour convaincre même les hommes déraisonnables.
Maintenant que la preuve est là, les cosmologues ne peuvent plus se cacher derrière la possibilité d'un univers éternel dans le passé. Il n'y a pas d'échappatoire. Ils doivent faire face au problème d'un commencement cosmique. Certains disent que l'on peut éviter le théorème de Bordgerd-Vilenkin en disant que l'univers était en contraction avant l'expansion. Mais c'est déraisonnable et cela transgresse la science. Si l'univers était en contraction, il ne pourrait pas s'expandre de nouveau, comme le répondait Vilenkin à Victor Stenger. Cela sonne comme s'il n'y avait aucun mal avec une contraction avant expansion. Mais le problème est qu'un univers en contraction est hautement instable. De petites perturbations mèneraient au développement de toutes sortes de singularités désordonnées, donc il n'entrerait jamais en phase d'expansion. Donc on ne peut pas passer au travers du théorème de Bordgerd-Vilenkin sans transgresser la science. Il n'y a pas d'échappatoire. Ils doivent faire face au problème d'un commencement cosmique. Mais qu'en est-il de la seconde partie de la prémisse 2 ? Pourquoi faudrait-il un être nécessaire ? Pourquoi pas un multivers ? Eh bien, le théorème de Bordgerd-Vilenkin s'applique aussi au multivers et au plus haut niveau de cosmologie. Mais en admettant, peut-être que l'univers viendrait d'une substance nécessaire et non un être. Pourquoi parler d'un être et non d'une substance qui expliquerait pourquoi les choses contingentes existent ? Ils évitent tous deux la position illogique d'une régression à l'infini et n'ont aucune cause par définition. Examinons ces deux options. Un être nécessaire est défini comme une conscience non physique avec une intelligence et une capacité de créer un univers ou multivers. Une substance nécessaire est définie comme une substance qui existe simplement et qui, pour créer, doit être capable de faire quelque chose par soi-même. Donc devrait être consciente, car une substance non consciente ne peut se déterminer elle-même à créer quelque chose de contingent. Car une causalité par événement ne ferait que mener à une régression infinie d'événements sans une explication finale. Elle ne peut être faite d'aucune substance que l'on connaît dans l'univers, car cela voudrait dire qu'elle est faite de substances contingentes. Elle devrait aussi être indépendante de l'espace-temps, car il est fini. Il lui faudrait aussi l'intelligence pour savoir comment créer toutes les variétés des choses contingentes, et le pouvoir de le faire. Mais elle ressemble donc fortement à la première option, ce qui devrait être évident. Comment une substance agit pour créer un univers sans être tout ceci? C'est pourquoi nous appelons Dieu l'explication de l'univers. Une substance consciente, non physique, qui est puissante, intelligente et surtout nécessaire. Vu que la prémisse 3 n'est que l'affirmation d'un fait, la prémisse 4 suit les prémisses 1 et 3. Ce serait un sophisme de plaidoyer spécial que de dire que l'univers est la seule chose qui n'a pas d'explication et s'est créée soi-même. Car comment du rien avec du rien fusionne pour former toute chose? Mais qu'en est-il de l'argument selon quoi l'univers vient de rien, comme le feraient les particules subatomiques? Si les particules peuvent exister d'un coup, pourquoi pas l'univers? Cet argument n'est rien d'autre qu'une incompréhension de la physique. Les particules subatomiques ne se mettent pas à exister à partir de rien, mais à partir d'une fluctuation d'énergie contenue dans un vide. Elles ne viennent pas littéralement de rien, mais d'une énergie. Si l'univers était né comme les particules, il serait donc issu d'une substance, non pas de rien qui viendrait d'autre chose ou serait nécessaire en elle-même. Et pour éviter une régression infinie, la chaîne d'explication doit se finir sur un être nécessaire à proprement parler. Dire que l'univers ne vient de rien n'est pas dire qu'il vient d'un espace vide, mais d'une absence d'espace, de temps, de matière et d'énergie. Et cette idée est le plus grand acte de foi que je n'ai jamais entendu. Donc une fois cette prémisse défendue, nous pouvons conclure à la cinquième. Par conséquent, l'explication de l'univers réside en l'existence d'un être nécessaire. Quoi que ce soit de nécessaire devrait être capable d'être une première cause pour que quelque chose d'autre existe. Je ne vois donc aucune raison de nier qu'un être nécessaire existe. Les autres alternatives vont contre la science, transgressent la logique ou sont simplement ridicules. La meilleure explication et la plus logique est qu'un être nécessaire existe et explique pourquoi l'univers existe. Je m'attends maintenant à deux objections. La première est que si l'univers est contingent, comment son explication peut être nécessaire? Si une cause nécessaire cause quelque chose, donc son effet doit être aussi nécessaire. Donc l'univers ne peut s'expliquer par quelque chose de nécessaire. Autrement dit, les choses contingentes ne sont vraies qu'à cause d'explications contingentes. Donc l'existence de l'univers ne peut s'expliquer par un être nécessaire. Mais la prémisse 1 a été formulée précisément pour éviter cette objection.
tout ce qui existe a une explication de son existence, soit par une nécessité inhérente à sa nature, soit par une explication externe. La prémisse originelle de Leibniz semble présupposer que les explications doivent entraîner l'effet qu'elles expliquent, ce qui est évidemment faux, et cette version de l'argument évite ceci car elle se contente de dire que ce qui existe a une explication. Dans son livre « Le compagnon Blackwell de la théologie naturelle », Alexander Proust dit « Quand je parle du principe de raison suffisante, par raison suffisante, j'entends raisons qui suffisent à expliquer l'explanandum. » Leibniz a peut-être pensé à tort qu'une raison est seulement suffisante pour expliquer quelque chose qu'elle entraîne. Mais nous n'avons pas besoin de le suivre dans son erreur, et nous ne devrions pas, car cela mène au fatalisme modal. Même si le lecteur n'est pas convaincu, je peux simplement renommer le principe que je défends, à savoir le principe de l'explication suffisamment bonne. William Lane Craig dit sur son site internet « Le théiste pourrait maintenir que pour n'importe quelle chose contingente, il y a une explication pour son existence. Ou bien, il pourrait affirmer que tout ce qui existe a une explication pour son existence, soit dans la nécessité de sa nature, soit dans une cause externe. Ce serait une version du principe de la raison suffisante bien plus modeste, non paradoxale et plus plausible en apparence. Ainsi, l'objection levée par Van Inwagen manque sa cible, ou plus précisément, s'attaque à une autre cible. Donc cette objection échoue, car la prémisse 1 ne dit pas qu'une explication doit entraîner la chose expliquée, mais explique juste pourquoi elle est là. Personne ne prétend que les explications non conceptuelles doivent entraîner l'explanandum. Simplement, Alexander Proust dit « Elles rendent l'explanandum plus probable qu'en temps normal », ou au moins sont explicativement pertinentes à propos de l'explanandum. Qu'en est-il de l'argument selon lequel on peut expliquer l'univers entièrement en termes de principes contingents? Alexander Vilenkin suggère dans Plusieurs mondes en un qu'un jour nous expliquerons l'univers en termes purement scientifiques. Mais le problème est que les principes contingents ne peuvent pas être la raison de l'existence de quelque chose. Alexander Proust répond: un principe ne peut pas soi-même sortir des choses dans l'existence avec un chapeau métaphysique magique, car un principe en soi doit être vrai pour quelque chose et vrai en vertu de quelque chose. Les principes sont simplement des représentations descriptives de comment sont les choses. Ils ne tiennent pas en tant que raison concrète de l'existence des choses. Donc l'argument cosmologique leibnizien est un très bon argument. Si on accepte la logique de la prémisse 1 et la science derrière la prémisse 2, on doit accepter la conclusion d'un être nécessaire. Et quand on regarde les problèmes des alternatives, la seule déduction à tirer est qu'un être nécessaire est l'explication de l'univers.